exactement le jour de l'Ascension, 1902. À 6500 km de la métropole, l'île de la Martinique. Au sommet nord-ouest de la Martinique, un volcan, la Soufrière. Saint-Pierre, la plus bizarre, la plus amusante et cependant la plus jolie de toutes les villes des Antilles françaises. Il y a là une population surprenante, fantastique, digne des mille et une nuits. Ce jugement de Lafcadio Hearn sur le Paris des Antilles résume bien le souvenir qu'a laissé le Saint-Pierre d'avant l'éruption de 1902. Ville riche et bigarrée, Saint-Pierre, avec ses 26 000 habitants, est un centre commercial très actif, un des ports les plus importants de l'Amérique centrale. Capitale économique de la Martinique et des îles sous le vent, sa prospérité repose sur la production du rhum. Elle est aussi la capitale du luxe et de la vie culturelle. C'est bien la perle des Antilles. Avec la catastrophe de 1902, une page se tourne pour la Martinique, la fin d'une époque. Le destin de l'île tout entière sera marqué par la disparition de cette ville devenue mythique. Quand on regarde ce qui s'est passé à Saint-Pierre, Saint-Pierre, c'était la capitale, c'était d'abord, avant Fort-de-France, la capitale administrative et économique de la Martinique. Il y avait un théâtre, il y avait un hôpital, il y avait une cathédrale, il y avait une prison, on en a beaucoup parlé, il y avait même des consulats étrangers, et puis il y avait une très belle rade à l'abri donc des Alizés, dans lequel les bateaux mouillaient à peu près à 100 mètres. En effet, le volcan s'est réveillé en pleine période électorale. En Martinique, les luttes pour le pouvoir prennent dans ces années-là un caractère violent. Les colons et les usiniers soutiennent la droite. Leur chef de file et candidat est un blanc créole, Fernand Clerc, maire de Trinité et directeur d'une romerie. La gauche, radicale socialiste, soutenue par les gens de couleur, a pour candidat à Saint-Pierre Louis Persin, un avocat, vice-président du Conseil général. Au premier tour, le 27 avril, Fernand Clerc arrive en tête, mais son avance n'est pas considérable. La campagne pour le deuxième tour promet donc d'être fidèle à une tradition de violence verbale et d'excès. En 1902, Saint-Pierre est une grande et belle ville, une capitale culturelle où il fait bon vivre. Mais les habitants ignorent qu'ils vivent en fait sur une véritable bombe à retardement, car il y a du magma en fusion à plusieurs dizaines de kilomètres sous leurs pieds. Ce magma riche en gaz va bientôt monter, la pression augmenter et faire exploser le sommet de la montagne qui fait bouchon. C'est l'apogée de l'empire colonial français. Or, la Martinique est loin d'être un département d'outre-mer. À l'époque, elle est bien une colonie. La capitale, située au milieu de la côte ouest, c'est Fort-de-France. Et puis, nettement plus au nord, une autre ville, plus belle encore, semble-t-il, et d'ailleurs plus peuplée, que l'on surnomme un peu facilement la Venise des tropiques, c'est Saint-Pierre. Eh bien, c'est Saint-Pierre qui va subir l'éruption de plein fouet. La première colonne de fumée a été aperçue au-dessus du volcan le 25 avril de cette année 1902. Cette fois au nord de Saint-Pierre, des coulées de lave qui vont traverser tout le village. Bref, tous ces signes avant-coureurs justifieraient de la part des autorités un certain nombre de mesures. Léon Sully, le directeur du journal pierrotin Les Antilles, voyant le réveil du volcan, envoie un télégramme au gouverneur. Celui-ci, raconte un témoin, parut très agacé. Un volcan par-dessus le marché? Comme si nous n'avions pas assez des élections. Voilà un volcan qui ferait bien d'attendre. Un magistrat de Saint-Pierre, alarmé par l'épaisse couche de cendres qui envahit la ville, envoie un télégramme aux autorités de Fort-de-France. Montagne pelée en pleine éruption, danger immense, au nom population affolée, vous demande moyen de transport pour évacuer la ville d'urgence. Le débat est lancé, faut-il ou non évacuer la ville? Fernand Clerc, le candidat de la droite, inquiet, est partisan de l'évacuation. Le maire, lui, pense que c'est inutile et impossible. Les odeurs de soufre sont bonnes pour la santé, aurait-il ajouté. L'idée qui domine est que Saint-Pierre est à l'abri. Cherchez toutes les explications que vous voudrez, moi je ne sors pas de là. On
On a reçu des avis de danger, on les a cachés. Je suis persuadé que si l'on n'avait pas voulu à tout prix rassurer la population, des milliers de personnes n'eussent point péri. On dit que nulle science humaine ne pouvait prévoir le cataclysme. D'accord, admettons-le. Mais nulle science humaine n'était capable d'affirmer qu'il n'y avait pas de danger, comme cela fut fait. Seulement, les dites autorités ont d'autres chats à fouetter. À Saint-Pierre, le maire, il s'appelle Roger Fouché, le maire se montre soucieux de ne surtout pas dramatiser. 2 grosses échéances l'attendent pour les jours suivants. Le dimanche suivant, des élections législatives partielles doivent avoir lieu dans son arrondissement. Et puis, 2 jours plus tard, le 6 mai, il doit recevoir la visite du gouverneur Moutet et de son épouse. Alors, grande réception, grand dîner, etc. Vous imaginez que c'est pas le moment de déranger Monsieur Fouché avec des histoires de montagnes qui fument et de boue qui brûle. Le climat ambiant ne permettait pas d'analyser avec sérénité les dangers d'une éruption. La bataille pour les élections faisait rage. Moutet, le gouverneur, ne veut rien entendre. Il refuse toute mesure qui pourrait être susceptible d'être interprétée comme une concession à l'inquiétude ambiante. Que voulez-vous? Ces administrateurs coloniaux se veulent avant tout des hommes d'ordre, de paix civile. Tout ce qui peut troubler la marche ordinaire des affaires leur donne de l'urticaire. Ils préfèrent donc nier l'évidence plutôt que de risquer un désordre. À 10h30 ce vendredi matin, le gouverneur est informé pourtant de ce qui vient de se passer. Mais il ne lève pas le petit doigt, il regarde autour de lui. Si vous voulez, à Fort-de-France, tout va bien. À 12h10, j'entends des cris. On donnait l'alarme. La montagne descend. Je regarde la montagne. Il en descendait en fracas. Une avalanche de matière noire. Une masse énorme de plus de 10 mètres de hauteur et large d'au moins 150 mètres. Cette masse roulait contre l'usine. C'est un craquement. Tout est broyé, noyé, submergé. Mon fils, sa femme, 30 personnes de gros bâtiments sont emportés par les vagues de l'avalanche. Arrivant sur la mer, le lard, la coulée de boue, provoque un raz-de-marée qui dévaste le port. C'est la panique. Les habitants du quartier du Mouillage se réfugient sur les hauteurs de la ville. Cette masse de plusieurs millions de tonnes qui fond sur la mer pour s'y déverser un mur d'eau de 30 mètres de haut, vous imaginez, sous un ciel complètement obscurci, bien entendu. Ça crée alors le magma de roche, etc. Ça fait comme une vague avec un sifflement puissant, et en se jetant sur le littoral, on peut dire que cette vague-là emporte tout, jusqu'aux maisons, jusqu'aux entrepôts. On ne sait même pas combien de victimes elle aura faites, mais il lui faudra 20 bonnes minutes pour se retirer, avec un bruit de succion que tous ceux qui ont pu l'entendre et survivre ne sont pas prêts d'oublier. Le volcan grondait, depuis un mois il y avait des signes avant-coureurs, la population, une partie de la population voulait partir, mais les autorités de l'époque disaient non, il n'y avait rien à craindre, et puis surtout, il y avait des élections qui devaient se faire le dimanche suivant. Seulement voilà, il n'y a pas eu d'élection, parce que, je vous dis, le jour de l'Ascension, à 7h52 du matin, eh bien, en 2 minutes, la ville de Saint-Pierre a été rayée de la carte. Il faudrait prendre des mesures, mais le maire Fouché est déjà tout à sa grande réception du soir, et surtout son obsession à lui, c'est qu'on ne prévienne pas le gouverneur pour qu'il n'annule pas la réception, bien sûr. On est en train de préparer les personnes qui seront là pour éventer les invités, on est en train de mettre des housses sur les sièges, etc. Le sommet de la montagne Pelée, il voit une lueur très brillante, d'abord rosée, puis qui vire au rouge, qui se forme avant d'être expulsée dans l'air avec un sifflement indescriptible. À Fort-de-France, tout va très bien. Le gouverneur a entendu le sifflement et il l'a pris pour la sirène d'un croiseur qui mouillerait au large. Une énorme coulée de boue provoque la mort de 400 personnes au Prêcheur. Au couvent des Sœurs de la Délivrande, c'est la panique. Un vrai tremblement de terre ébranle toute la maison. Des éclairs zigzags sur un ciel noir, comme 1000 foudres aveuglantes. Pendant la nuit, un orage a nettoyé les toits et les pavés des rues. Tout semble annoncer une journée splendide. Les cloches de la cathédrale appellent les Pierrotins à la messe de ce jour de fête. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Fernand Clerc et sa famille décident, eux, de quitter Saint-Pierre. Ils partent à l'aube. Plus tard, il déclarera que les responsables auraient dû faire évacuer la ville. En tout cas, c'est ce que lui aurait fait.
J'aurais fait pour les autres familles ce que j'ai fait pour la mienne. J'ai installé les miens en dehors de la zone en danger au Parnasse. Il fallait être fou pour rester en bas. Ceux qui prétendent qu'on ignorait absolument le danger jusqu'au dernier moment, ceux-là mentent. L'éruption de la montagne Pelée qui inquiète tout le monde finalement, sauf le gouverneur qui lui se trouve à Fort-de-France, au Martinique. Alors, faut vous dire qu'en pleine nuit, à 3h10 du matin, le mercredi 7 mai, l'énorme explosion a quand même réveillé en sursaut non seulement les habitants de Saint-Pierre, mais alors là, on peut dire ceux de l'île tout entière. Et en plus, les cendres ne retombaient que peu ou pas sur Saint-Pierre, car elles étaient entraînées par les vents dominants sur le prêcheur. Et ce que redoutaient le plus les habitants, c'était les coulées de lave, c'est-à-dire un liquide qui coule selon la plus grande pente, qui est canalisé par une vallée, et justement Saint-Pierre est séparé de la rivière Blanche par plusieurs vallées qui constituent autant de remparts et de protection. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'une nuit ardente, c'est un fluide, donc constitué d'un gaz brûlant et de blocs en suspension, qui peut surmonter, traverser les obstacles et même remonter à contre-pente. Donc, pensant être à l'abri, ces pauvres gens allaient dramatiquement à leur perte. Le maire fait afficher dans les rues de la ville une proclamation qui dit notamment « La lave n'arrivera pas jusqu'à la ville, ne vous laissez donc pas abattre par des paniques sans fondement. Reprenez vos occupations habituelles. » Quand le docteur Guérin a connaissance de cette proclamation, il s'en indigne. Il annonce sa décision de quitter Saint-Pierre le jour même. « Il vous arrivera malheur », dit-il à des amis qui l'ont accompagné jusqu'à son bateau. Si le maire est à ce point soucieux de plaire au gouverneur, c'est que l'un et l'autre partagent le même souci à propos des élections du dimanche. Il y a deux candidats en lice, celui des progressistes, comme on les appelle là-bas, Fernand Clerc. En fait, c'est le représentant des propriétaires, il défend les intérêts coloniaux, et évidemment, c'est lui que soutiennent le maire et le gouverneur. Et puis, il y a le candidat des radicaux, Persin, qui se trouve plutôt du côté de la population antillaise d'origine, qui va prendre volontiers fait et cause pour les ouvriers. Il est d'ailleurs soutenu par le sénateur de Lille, qui est un homme de couleur. Or, ce dernier, le sénateur Knight, va constamment attaquer les gens en place, va estimer que les autorités font preuve d'un certain laxisme. Voilà comment, en quelque sorte, une simple affaire de sécurité civile est en train de virer à l'affaire politique. Et le dimanche matin, la terre s'ouvre en deux endroits sur plus de 500 mètres, ce qui va quand même engloutir une vingtaine d'ouvriers de la plantation Guérin, la plus grande plantation de l'île. Donc ça commence à ne plus plaisanter. Le gouverneur, à partir de ce moment-là, ne peut plus faire la sourde oreille, et c'est à ce moment qu'il va nommer la commission d'enquête. Les événements n'ont pas dissuadé les électeurs de se rendre aux urnes, et à 20h, le maire, Roger Fouché, peut annoncer, sinon la victoire, du moins le succès de Clerc, qui va précéder dans ce scrutin Persin d'une courte tête. Avec le report des voix, les radicaux devraient l'emporter le dimanche suivant, si ce n'est que le dimanche suivant, il n'y aura plus un seul électeur vivant à Saint-Pierre. Le 27 avril, une équipe d'excursionnistes se rend à la montagne Pelée pour essayer de voir par où s'échappent les colonnes de fumée apparues ces derniers jours. Ils font le récit de leurs observations dans le journal local Les Colonies. Quand nous nous trouvâmes au sommet de la Pelée, nous fûmes littéralement éblouis de surprise. Que l'on se représente une cuvette gigantesque, mesurant approximativement 800 mètres. Le lac sur lequel flottait de la cendre noire balayée par un vent intense présentait l'aspect d'une mer de plomb fondu, de vif argent. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pu approcher du cratère. Les secousses ont impressionné tout le monde. Même le candidat Clerc voudrait, qui pourtant d'habitude est du côté du gouverneur, mais là il aimerait que les autorités fassent évacuer Saint-Pierre. Ses propres troupes le désavouent
et se contente d'organiser l'installation des paysans réfugiés en ville. À Fort-de-France, tout va très bien. Le gouverneur Moutet a clairement ressenti les secousses. Il écrit « Les secousses n'ont pas fait de victimes, il n'y a pas à s'inquiéter ». Pour ce qui est des victimes, il a tort, puisqu'un convoi funèbre qui passait sur un pont a sombré avec le corbillard dans l'effondrement de l'ouvrage à cause du tremblement de terre, et ça a fait 20 morts quand même. L'inquiétude de Clerc et des gens informés, car lui sait que les grandes éruptions sont toujours précédées d'un séisme. Le lendemain, le journal Les Colonies reprend l'article de Gaston Land en y ajoutant ses propres commentaires. L'émigration de Saint-Pierre continue à se faire de plus en plus intense, les vapeurs de la compagnie Girard ne désemplissent pas, la moyenne des voyageurs sur la ligne de Fort-de-France, qui était de 80 par jour, s'est élevée depuis 3 jours à 300. C'est une grossière erreur. Nous espérons que l'opinion formulée par M. Land, dans l'interview que nous publions, convaincra les plus peureux. Nous avouons ne rien comprendre à cette panique. Où peut-on être mieux qu'à Saint-Pierre ? Mais ce qu'il faut bien admettre, c'est qu'en l'occurrence, les autorités ont refusé de voir ces signes. Alors certes, on va nommer une commission, vous allez voir, une commission de 5 membres pour étudier la question, mais enfin, c'est surtout pour s'en débarrasser, car le gouverneur comme le maire de Saint-Pierre ont l'esprit ailleurs. Ils sont crispés par la question des élections qui doivent avoir lieu là le dimanche, ces législatives partielles, et puis par cette espèce de grande réception qui doit avoir lieu dans la semaine qui suit. Sauf que, dans la nuit du 3 au 4 mai, la population est tirée du lit par des chutes de pierres ponces en masse. Ça fait un bruit terrible. Pendant une demi-heure, le ciel s'embrase, devient tout rouge. Et à la faveur de tous ces mouvements de terre, mais aussi des monceaux de cadavres qui ont été rejetés par les flots, la variole vient de s'installer. Dès le lendemain, à l'aube du mardi 6 mai, de nouveaux jets de pierres brûlantes en provenance du cratère terrorisent la population. La veille, le gouverneur s'est quand même inquiété de rumeurs à propos d'évacuations sauvages et Fouché s'est empressé de le tranquilliser, bien entendu. Moutet estime néanmoins que la situation est grave. Le gouverneur décide d'envoyer la troupe afin d'empêcher physiquement, par la contrainte, les habitants de Saint-Pierre de quitter leur ville. Voilà les mesures qui ont été prises. Ce ne sont pas des mesures de sécurité civile, ce sont des mesures pour éviter une fuite de la population. Les soldats vont refouler un début d'exode de la population en direction de Fort-de-France, à croire que pour le gouverneur, il vaut mieux en quelque sorte un administré mort qu'un administré en désordre. À 10h du matin, ce 7 mai, veille de la catastrophe, le gouverneur nomme une commission chargée d'étudier les caractères de l'éruption volcanique de la montagne Pelée. Elle est composée de 2 officiers, d'un ingénieur des ponts et chaussées et de 2 professeurs de sciences naturelles du lycée de Saint-Pierre. Le gouverneur aurait demandé à cette commission de faire son travail scientifique, mais aussi de ne pas affoler inutilement la population. Évidemment, le commandant de la garnison adresse des télégrammes au gouverneur, mais pour Moutet, l'essentiel est ailleurs. La commission vient de rendre son rapport et à première vue, elle se veut rassurante. À Fort-de-France, que voulez-vous, tout va très bien. À Saint-Pierre, on n'a plus tellement envie d'en dire autant. Et d'autant moins que, depuis le début de la soirée, de grands tonneaux de goudron ont été embrasés dans le soleil couchant. Évidemment, ça veut dire que une épidémie règne en ville.